Résumé de l'épisode 5. Valen, alors blessé à mort lors de la fuite à travers le désert de Telberg, et ses compagnons découvrirent un lieu oublié de tous, dissimulé au cœur d'une éminence stérile. Leur exploration des lieux activa un ancien mécanisme, révélant l'esprit d'un Malar, l'un des anciens gardiens d'Osmund aujourd'hui disparu. Au cours d'un long échange, celui-ci leur dévoila la vérité sur la création du monde, ainsi que l'existence d'une force maléfique tapie dans les profondeurs d'Osmund, le Svardrin. Une entité née de l'accumulation manasique des peurs, des doutes et des violences des peuples d'Osmund. Une menace qui, si rien n'est fait, dévorera le monde. Valen, au seuil de la mort, se vit alors offrir un choix. Devenir l'hôte du Malar, survivre et embrasser une mission sacrée, ou laisser Osmund sombrer. Il accepta, et la fusion entre les deux êtres s'accomplit dans un éclat spectaculaire. À présent, Valen n'est plus tout à fait le même. Et des décisions vont devoir être prises. Bienvenue dans les Arcanes d'Osmund, chapitre 6. Un épisode, ça représente 30 heures de travail. Donc si vous avez aimé celui-ci, je vous invite à le liker, le partager, le commenter, et puis à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement sur patreon.com/MiOrsMiPanda. Valen et ses compagnons faisaient face à leur caverne. Après les événements des 2 jours précédents, ils n'étaient pas mécontents de retrouver l'inconfort, mais aussi la sécurité de leur refuge. Ils avaient rendu leur gobec au loueur en rentrant dans la cité, puis avaient aussitôt pris la direction de leur habitation. À leur arrivée, Marek, le concierge, se tenait à l'entrée avec ses hommes de main, en train de fumer tranquillement une cigarette en prenant l'air. La ville commençait à s'activer au moment où la chaleur laissait place à la nuit, et ce paysage vivant de bidonville en ébullition lors des premières heures de la soirée éveillait toujours en Marek un sentiment de bien-être. L'un des gorilles fit craquer machinalement ses doigts en apercevant Valen, comme s'il avait inconsciemment senti un changement. « Ah, qu'est-ce que vous foutez là? Vous ne deviez pas partir pour 2 à 3 semaines ?» s'exclama-t-il avec surprise. « Salut Marek. » Kirit rentra l'air dépité. « On a eu des emmerdes. » reprit-il. Marek lui emboîta le pas en jetant sa clope, suivi des autres prospecteurs. « Des emmerdes, tu dis ?» demanda-t-il. Pour faire simple, 2 attaques de gobelins, Valen et Anya ont été blessés, et on a manqué de se faire aplatir par un effondrement. Oh merde! Son visage, buriné par les années, se tourna vers Valen. Ah, c'est vrai que t'as pas l'air frais. Et tu me sembles pourtant bien te porter? Dit-il. La remarque mettait Valen mal à l'aise. Toujours pris dans ses pensées tourbillonnantes depuis sa fusion avec le Malar, il ne savait pas quoi répondre. Kirit, l'ayant perçu, détourna aussitôt la conversation. Le pire, c'est Anja. Valen a procédé aux premiers soins. Elle est hors de danger, mais il va lui falloir du temps avant de repartir en prospection. Bon, par contre, les gars, c'est pas parce que vous êtes revenus plus tôt que je vais vous faire cadeau du reste. Je vais bloquer ces semaines pour vous. T'inquiète, c'est pas ce qu'on attendait. Un marché est un marché. Lui répondit Kirit.
D'un air satisfait, Marek ordonna à ses gars de remballer leurs affaires afin de rendre le lieu à ses occupants habituels. Pendant les jours qui suivirent, la tension était palpable dans la caverne. Car depuis leur retour, Valen était devenu l'ombre de lui-même et se murait dans le silence ou parfois semblait se parler à lui-même. Lui qui était si bavard et si vif d'ordinaire, se contentait désormais du minimum et s'isolait dès que cela lui était possible. Il mangeait par automatisme, et lorsqu'il dormait, son esprit était envahi d'images qu'il ne comprenait pas, de bribes de souvenirs qui n'étaient pas les siens, une bataille, une explosion, une forme noire menaçante. L'atmosphère était telle que ses frères d'infortune, dans l'incompréhension de ce qu'ils ressentaient, ne savaient pas où se mettre eux-mêmes. Kirit le dévisageait de temps à autre, avec un froncement de sourcils. Hey, faut que tu parles, mec. Ça te ressemble pas, ce silence. Talnar en retrait marmonna. J'aime pas ça. Quand un homme se tait trop longtemps après avoir scellé la motion naturelle, ça pue. Calixte, encore marqué par l'émotion des événements qu'ils avaient vécus, était partagé entre admiration et inquiétude. Il restait silencieux et ne cessait de jeter des regards à Valen. Il ne comprenait pas ce qui arrivait à son ami, et ça lui faisait peur. Mais des prospecteurs qui reviennent d'une excursion au bout de 2 jours et en piteux état, ça se sait vite. La cité des sans-noms est grande, sauf quand il s'agit des rumeurs. Runok, pragmatique et roublard, n'était pas homme à laisser ce genre d'anomalie piquer sa curiosité sans rien dire. Au matin du second jour, un de ces hommes, un nain taciturne au visage marqué par les années de survie, vint prendre de leurs nouvelles. Sans embâge, il se contenta d'une simple réplique lancée à l'intention de Valen. Runok dit que vous avez survécu à un effondrement et des gobelins, mais que tout le monde ne revient pas intact comme ça. Alors si t'as découvert quelque chose qui vaille, ça vaudrait mieux pour toi de savoir à qui le dire, ou de savoir t'en servir. Après quoi il s'en alla aussitôt, le message délivré. Au soir du 2e jour, autour du feu, Valen sortit enfin la tête de ses pensées. Sa voix brisa le silence sur un ton grave. « On doit partir. » Un mutisme pesant s'abattit sur le groupe. L'espace de 2 secondes, seuls les crépitements du feu se firent entendre. Kirit éclata de rire presque soulagé. T'es reparti en mode grand projet d'évasion Tu veux faire quoi? Qu'on creuse jusqu'à Orim cette fois? Talnar ne riait pas, lui. Il observait Valen avec gravité. Lui qui avait déjà vu des guerriers changer après la guerre, sentait que ce regard-là n'était pas le même. « T'es sérieux ?» affirma-t-il sur un ton monocorde. Valen hocha la tête. « Je ne suis pas certain de ce que je suis devenu. Ce Malar, il a fait quelque chose. Ça pulse en moi. C'est pas normal. Mais à présent, je sais. Je sais que tout ce qu'il m'a dit est vrai. Et ici, on ne trouvera pas les réponses. » Il leva les yeux vers ses compagnons. « L'université de Manasie physique, au nord de Norgal, c'est là qu'on doit aller. Là-bas, ils auront peut-être ces réponses. » Un long silence s'installa. « Mais Valen, dit Calixte, on est en Telberg. Personne ne sort vivant d'ici. Il nous faudrait un miracle. » Kirit passa sa main sur son visage puis soupira. Putain, j'aime pas ça. Quand tu te mets à trop réfléchir, c'est qu'on va avoir des putains d'emmerdes. Talnar croisa les bras. Si on faisait ça, on aurait besoin d'infos, contacts, de ressources. Lunok ne laisserait pas fier un son serait à balancer afin d'en tirer quelque chose. Et les frontières sont gardées par les chiens de Dartan. Le visage de Valen, pris entre la lumière pâle de Marae et les braises du feu, semblait appartenir à un autre monde. Le regard fixé sur les flammes, il reprit. « Je vais être franc avec vous, les gars. Je m'en vais. Et seul s'il le faut. Mais je ne peux plus rester ici. » Kirit se releva lentement en prenant sa tête entre les mains. Il aurait aimé qu'il en soit autrement, mais il savait que Valen ne plaisantait pas. Ah, tu fais chier.
dit-il à mi-voix. J'espérais que ça n'arrive pas, mais au fond je me doutais bien que cette histoire de Malar n'allait pas s'arrêter là. Tu casses les couilles, mais on te laissera pas partir seul. Ah, ce sent la merde, ton idée. Déclara Talnar. Mais je te dois la peau, alors bon, si t'as décidé de foutre le camp, je viens aussi. Calixte, hésitant mais les yeux brillants, regarda Valène en souriant et manifesta à son tour son désir de le suivre. Kérith, pensif, commença à faire les 100 pas dans la caverne. Bon, faut qu'on parle de Runok, et sans tarder. Runok. Son simple nom provoqua un malaise palpable dans l'atmosphère. Il n'était pas à proprement parler l'autorité officielle de la cité. Il n'y en avait pas. Il était pire. Un homme pragmatique et patient, qui tenait la ville non par la force, mais par l'intérêt mutuel. Il sait déjà qu'on est revenu. Et il a sûrement compris qu'il s'est passé quelque chose là-bas. Il nous aidera à partir que s'il a quelque chose à y gagner. Et n'a pas l'impression qu'on lui cache quoi que ce soit. Le problème, c'est qu'on ne saura pas tout de suite quoi. Ce genre de dette, Valène, elle coûte souvent plus cher qu'il n'y paraît. Malheureusement, Runok était une étape inévitable pour sortir de Telberg en vie. Mais si Runok est aussi puissant, on n'est pas foutu d'avance? Demanda Calixte sur un ton désespéré. Non, Runok n'est pas un despote, lui répondit Valène. C'est un marchand. Ce qui l'intéresse, c'est l'équilibre des forces et surtout de ses intérêts. Si Fenris lui a parlé de ta disposition à la manasie elfique, on doit le savoir avant de franchir sa porte. Parce que si Runok sait ça, alors il te trouvera plus utile ici qu'ailleurs. Et si tu refuses de le servir, c'est les pieds devant que tu quitteras Telberg. Talnar renchérit sur un ton pragmatique. Ma raison de plus pour ne pas être surpris en face de lui. Faut qu'on interroge Fenris. Ce vieux n'est sûrement pas un traître, mais on a besoin de savoir ce qu'il a pu dire. Avec la perte de Matael, il a très bien pu refiler des informations afin de s'en faire. J'en voudrais pas, surtout qu'Anya est encore convalescente. Au matin du 3e jour, la cité des Sans-Noms s'animait comme à son habitude dans les bruits habituels du fond marchand, des artisans qui s'activaient et du vent sec chargé de poussière. Fenris logeait une bicoque éloignée du bourdonnement du fond marchand, près des galeries de stockage, où les familles des prospecteurs trouvaient souvent un semblant de tranquillité. Il était là, en train de râper de la racine pour en faire une tisane destinée à Anya. Ses gestes étaient lents, traduisant une fatigue liée à plusieurs nuits blanches. Alors que le groupe d'amis arriva vers lui, il leva les yeux. D'un simple regard, Fenris comprit la raison de leur visite. Il fit un geste discret vers le feu, les invitant à s'y asseoir sans un mot. Désolé, Calixte. Anya dort encore. Elle est très diminuée depuis l'incident. Dit-il au jeune homme dont le regard avait trahi sa recherche de la jeune femme. Calixte, déçu, répondit par un simple sourire forcé. Valène prit alors la parole. Fenris, je vais pas tourner autour du pot. Je compte partir de Telberg. Et pour ça, je dois aller voir Runok. Mais avant, je dois savoir ce qu'il sait ou croit savoir sur moi. Parce que s'il a appris pour mes capacités, ça change tout. Tu veux savoir si j'ai vendu ton secret à Runok? Dit-il sur un ton interrogatif. Fenris marqua une pause. Il resta immobile un instant, puis reprit. Je n'ai rien dit. Ajouta-t-il fermement. Ni sur toi, ni sur les éminences stériles. Ni sur ce qu'il s'est passé là-dessous. Il s'arrêta, puis prenant un ton plus grave, il ajouta. Mais Runok n'est pas aveugle, ni sourd. Il m'a convoqué, oui, et il m'a fait comprendre qu'il se doute que vous avez trouvé ou vu quelque chose. Il attend que vous veniez lui parler, il veut vous jauger lui-même. Mais a priori, il ne sait rien de tes dispositions manasiques. Kérith, qui écoutait en silence, hocha lentement la tête. Il joue aux échecs. Fenris reprit cette fois sur un ton plus fraternel. Valène, tu veux mon conseil? Va le voir, mais sois prudent. Dis-lui ce qu'il peut entendre, et cache-lui le reste. Mais surtout, montre-lui que t'es pas un pion.
Runok ne respecte que les joueurs capables de tenir leur jeu jusqu'au bout. Les 4 amis remercièrent chaleureusement Fenris, puis retournèrent chez eux. Au midi, dans la caverne, le repas était frugal comme d'habitude. De la racine bouillie, ainsi qu'un reste de viande séchée du voyage. Les visages étaient graves, concentrés. Valen brisa alors la glace d'un ton tranchant. Il faut qu'on fasse le point, sur ce qu'on sait et sur ce qu'on va dire. Kirit, accoudé au mur, surenchérit le regard dans le vide. Ça fait déjà 3 jours qu'on est rentré. Et plus on prend du temps, plus Runok va trouver ça suspect. On doit aller le voir ce soir, mais on doit savoir ce qu'on va dire. Talnar ajouta. On veut partir, ça, on devra le dire. Runok comprendra que si on vient jusqu'à lui, c'est qu'on est sérieux. Mais reste encore à lui faire croire que notre départ peut lui rapporter plus que notre présence ici. Calixte, qui écoutait avec attention, finit par demander. Mais quelle raison on lui donne? Pourquoi partir maintenant, après toutes ces années? En effet, si personne ne niait ici ce qui s'était passé dans ce sous-sol, Runok n'était pas quelqu'un qui marchait à la foi. Il marchait à ce qui faisait vibrer son capital, qu'il s'agisse d'épices, d'informations ou de levée de dettes. Kirit résuma la situation d'une phrase simple, le regard noir. Faut choisir ce qu'on est prêt à vendre. Notre futur, ou nos corps pour une dernière besogne ici. Runok choisira ce qui le sert le mieux. Mais tu l'as dit, Valen, Runok est d'abord un marchand. Ce sera compliqué de le convaincre. Et on ne compte pas sur l'idée d'imposer des règles du jeu. De plus, s'il refuse, on aura difficilement une seconde chance. Les 4 amis passèrent une partie de l'après-midi à réfléchir à toutes les possibilités. Et tandis que la nuit approchait, le moment de vérité aussi. Clairement, dit Valen, on ne peut pas souscrire une dette sur le long terme alors qu'on n'est même pas certain de pouvoir la rembourser. Il a assez de réseaux pour trouver un assassin en zone neutre et nous le coller au basque. Ah, et puis si on commence à lui parler de tes compétences ou du danger qu'il risque avec toi, on aura surtout la vie impossible, répliqua Talnar. Je sais, s'exclama Valen de nouveau avec sa vivacité naturelle. Les autres le regardèrent, attendant de savoir où il voulait en venir. Mais si, nous disposons d'une information de taille, celle d'une éminence stérile. Valen poursuit sa réflexion tandis que le regard de Kirit devint de plus en plus acéré et se mit à pétiller, comprenant là où il voulait en venir. Il ne sait pas qu'en réalité ce sont des ruines de l'ancienne civilisation, et il y en a partout dans ce foutu désert. Mais bien sûr, surenchérit Kirit. D'autant qu'elles sont bourrées de ressources potentielles, mais aussi de lieux habitables, ce qui désengorgerait la cité. Voilà, t'as tout compris, ajouta Valen avec une voix remplie d'excitation. Talnar y alla à son tour de son commentaire. Et se justifie notre départ sans qu'on passe pour des mecs qui ont quelque chose à cacher ou des illuminés. On les file un filon, une file un coup de main, se donnant. Par contre, rétorqua Calixte, il faut pouvoir s'assurer qu'ils tiennent parole une fois qu'on lui aura donné l'info. Kirit planta alors son regard dans celui de Valen. On va devoir le contraindre à passer à marcher. Mais pas une poignée de main dans la poussière, non, un contrat argérique. L'expression de Calixte témoignant de son incompréhension, Kirit s'expliqua. C'est une tradition locale. Quand 2 parties se tiennent par des infos ou des dettes importantes, ils rédigent un accord devant témoins neutres chargés de faire connaître l'existence du dit contrat. Ça n'a rien d'un document officiel, hein, mais c'est un serment reconnu par les habitants d'ici. Rompre cela sans motif, c'est signer sa perte dans Telberg, même pour le vieux. Runok pourrait bien entendu refuser de passer ce marché, hein, et on en resterait là. Mais sa curiosité sera trop grande. Et Marek pourrait être ce témoin, ajouta Talnar. Ce n'est pas un ennemi, c'est pas un ami non plus, juste un gonze qui aime que les affaires soient carrées. Kirit, enchaîna Valen, c'est toi le fils de commerçant ici. Tu te sens de négocier ça? Oui. On se rend chez lui ce soir, et on joue cette main sans trembler. Mais il va falloir répéter notre mise en scène au poil de cul. Jusqu'à ce que les 2 soleils entament leur lente disparition derrière les crêtes mordorées de la ville, les 4 compagnons organisèrent soigneusement la façon dont ils allaient aborder les choses avec Runok. Alors que l'ombre de la nuit commençait à gagner les parois rouges de la caldeira, la tiédeur du soir commençait à se faire sentir.
Ils préparèrent quelques affaires et empruntèrent différentes passerelles afin de traverser la ville. Allez, c'est parti. Allons donc voir si Runok joue vraiment aux échecs, dit Valen avec une assurance qui ne lui ressemblait pas. Dans les ruelles, l'odeur de l'huile brûlée des torches commençait à embaumer. Kérit marchait devant d'un pas assuré, tandis que Talnar, armé sous son pardessus qu'il avait enfilé pour l'occasion, fermait la marche. Calixte était tellement tendu que sa main comprimait les bords de son sac qu'il portait en bandoulière. Quant à Valen, il jubilait intérieurement, convaincu que son idée serait leur ticket de sortie. La demeure de Runok était le bâtiment le plus haut de la caldeira et le seul à avoir plus d'un étage. Il était situé non loin du lac, celui-là même qui menait à la caverne d'eau potable et sur lequel commençait à miroiter la lune naissante. Le rez-de-chaussée de la tour, comme on la surnommait, était une taverne autant qu'une maison de plaisir. Le second niveau servait au personnel et Runok y avait aussi son bureau. Le troisième étage servait d'espace de stockage. Enfin, les deux derniers niveaux étaient les appartements privés du mafieux. Si cet endroit avait tout d'un lieu festif en façade, derrière les rideaux de perles et les mugs d'alcool épicé se jouait souvent l'équilibre de la cité. À l'approche de la tour, on pouvait entendre de la musique depuis l'extérieur. La voix mélancolique d'une jeune femme qui entonnait une chanson se faisait entendre. Loin d'apaiser le stress qui commençait à gagner nos prospecteurs, cela ne faisait que le renforcer. Le moment fatidique était arrivé. Kérit ouvrit alors la porte. Un mélange d'odeurs, de sueur, d'alcool, d'argile orangée brûlée et d'herbe à pipe envahirent leurs narines. Dans la fumée stagnante, des hôtesses se contorsionnaient dans des mouvements acrobatiques au milieu des clients. Sur la gauche, un nain affalé sur un coussin pariait au dé des épices contre un lot d'argile brute. Devant eux, une jeune femme et quelques musiciens occupaient la scène. Ici, les rois trichent, les reines boivent pour oublier. Les perdants chantent et les menteurs savent prier. On est tous des foutus, des sans rien, des foutus. À peine les compagnons eurent-ils fait quelques pas, que l'un des hommes de Runok, un grand type chauve au regard désabusé, les aborda immédiatement. « Suivez-moi, s'il vous plaît. Il vous attend. » Les prospecteurs empruntèrent alors un escalier de pierre grise en colimaçon qui débouchait sur un petit hall donnant sur plusieurs portes. Sur les murs enduits, on pouvait voir une vieille fresque faiblement éclairée représentant les fondations de la cité. Une particularité d'ailleurs propre à la tour de Runok, c'est qu'elle était le seul bâtiment de la ville à disposer de l'énergie argyrique pour s'éclairer. Ils avancèrent jusqu'à la porte située au fond qui s'ouvrit devant eux. La pièce exhalait une atmosphère différente. Une chaleur discrète, presque étouffée par les tentures sombres accrochées au mur qui absorbaient les sons. Le sol, renforcé de dalles irrégulières, semblait taire le bruit des pas, comme s'il respectait le silence du lieu. La pièce était chaleureusement éclairée au moyen d'ampoules alimentées par l'extracteur d'énergie argyrique. Toutefois, une lampe à argile verte, posée sur un large bureau de bois foncé incrusté de fragments de métal, diffusait une lumière pâle. Derrière ce meuble, Runok leur faisait face. Il ne bougea pas en les voyant rentrer, mais ses yeux, deux fentes sombres presque inhumaines, les sondèrent rapidement de façon calculée. Semi-elfe noir né dans l'indifférence crasse de Telberg, Runok avait depuis longtemps appris que la survie passait par le pouvoir, et que le pouvoir n'avait pas besoin d'être bruyant. Son visage, à la fois noble et sec, portait la marque des années, mais sans laisser transparaître de faiblesse liée à l'âge. Sa peau était de la couleur de la cendre, un peu plus claire que celle d'un véritable elfe noir, et ses cheveux, d'un noir de jais, étaient lissés en arrière, dégageant un front haut et un regard perçant. Il portait une longue tunique grise à col haut, cintrée par un cuir tressé duquel pendaient quelques babioles. Par-dessus, une veste de cuir renforcée, doublée à l'intérieur d'un tissu gris brodé de motifs presque imperceptibles. À ses poignets, des bracelets de force en métal sombre ouvragés artisanalement portaient les symboles des triades de la cité aujourd'hui disparues. Il ne portait aucune arme visible. Il n'en avait pas besoin.
Derrière lui, une cage contenant un oiseau mécanique figé ajoutait à l'endroit une touche de sarcasme. Enfin, les chaises qui étaient disposées face à son bureau étaient volontairement basses et inconfortables. Rien n'était laissé au hasard, et tout indiquait ici qu'il contrôlait ce qui s'y déroulait. 2 gardes armés restaient en retrait, muets comme des tombes. Son regard passa donc sur chacun des arrivants, puis se posa sur Valène. Il prit alors la parole d'une voix calme, mais chaque mot semblait peser. 3 jours à vous attendre, c'est long. Surtout pour des hommes revenus vivants d'un endroit truffé de gobelins dont ils ont subi les assauts. Il versa lentement du vin de cactus dans 2 verres transparents. Mais vous voilà. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui me vaut l'honneur de votre visite, tous ensemble? Le vin de cactus était la boisson locale de la cité. Les cactés étaient cultivés par des producteurs sur les flancs extérieurs de la caldeira. Ces végétaux contenaient une sève déjà chargée de levure qui pouvait entrer en fermentation naturellement. Les producteurs de ce breuvage y ajoutaient toutefois une infime quantité de bave de verre des sables naturellement sucré. Cet additif, rare faute de disposer d'assez de verre pour en faire l'ingrédient principal, permettait d'atténuer l'amertume du cactus. Le breuvage restant âcre, il était alors coutume d'y ajouter une pincée d'épices pour le rendre buvable. Kirit s'avança lentement avec une nonchalance parfaitement calculée. Il attrapa le verre que Runok avait versé pour Valène, signifiant ainsi à Runok que c'était avec lui qu'il allait traiter. Runok réagit subtilement d'un léger mouvement de tête. Non parce qu'il avait été offensé, mais parce que sa curiosité venait d'être piquée. Kirit prit alors la parole. Runok, ça fait des années qu'on te croise dans les rues de cette foutue ville poussière. Et jamais je t'ai vu perdre ton temps en paroles inutiles. Alors, je vais aller à l'essentiel. Kirit fit jouer le vin dans son verre avant de continuer. On est revenu vivant. Et ça fait causer, ça t'intrigue. Mais tu sais quoi? On n'est pas venu pour te raconter des salades ni jouer les marchands de tapis. On est venu pour un marché. Un vrai marché. Il venait de terminer sa phrase sur un ton appuyé. Runok pencha la tête, le regard acéré, mais ne coupa pas la parole. Pour Kirit, c'était bon signe. Il avait capté son attention. Il poursuivit. On veut bien te parler de ce qu'on a trouvé. Et même te l'offrir. Mais pas comme des gamins venus quémander des miettes en retour. Non. Comme des marchands. Alors voilà. Avant de te dire quoi que ce soit, on veut un engagement. Un contrat argyrique. Comme ça se fait ici, quand les choses deviennent sérieuses. Il but une gorgée du breuvage âcre, laissant planer le silence un court instant. Le regard de Runok trahissait son amusement, mais il demeurait attentif. Car on sait que tu respectes davantage un joueur qui pose ses cartes proprement qu'un chien qui gémit pour sortir du désert. Car c'est là notre contrepartie pour te dire ce que nous avons vu, quitter Telberg et avec ton aide. La pièce se figea. Les gardes échangèrent un regard discret, presque inquiet. Calixte eut une montée de stress. Runok, lui, restait immobile. Puis un sourire, lent, presque dangereux, s'étira sur ses lèvres. Kirit, tu as toujours eu la langue plus affûtée que ton couteau. Je n'ai pas eu à signer un contrat argyrique depuis 12 ans. Mais je me demande bien ce que vous avez à me dire. Qui me pousserait à accepter un tel acte? Kirit répondit aussitôt sans perdre un instant. Tu sais comment ça marche, Runok? Ici, dans cette fosse, tout se monnaie. Et ce qu'on a découvert là-bas, ce désert que tout le monde croit stérile? Son regard devint plus froid, plus précis, et il s'appuya sur le bureau de Runok, se penchant légèrement en direction de celui-ci. Il dort sur des choses qui, si elles sont bien exploitées, pourraient désengorger la cité. Et mieux encore, t'offrir un moyen de peser davantage dans la zone marchande neutre, voire plus loin. Runok resta silencieux, tapotant la table de ses doigts. Puis il sourit, un éclat presque dangereux dans le regard.
Voilà qui ressemble enfin à une conversation digne de ce nom. Vous voulez partir? Très bien. Vous voulez un contrat? Soit. Faites venir votre témoin et montrez que vous êtes des joueurs dignes de cette table. Son regard devint plus dur. Mon premier contrat argérique en 12 ans. Après cette nuit, vous ne serez plus jamais des hommes ordinaires aux yeux de la cité. Mais je vous préviens, quand votre témoin entrera et que le contrat sera signé, ce que vous me révélerez devra être à la hauteur de votre audace. Quand je m'engage, je n'oublie rien, ni ce que je gagne, ni ce que je donne. Kirit se retourna vers Valen, une étincelle dans le regard. La première manche était gagnée. Mais la partie n'était pas encore finie. Talnar et Calixte quittèrent les lieux pour aller chercher Marek. Pendant ce temps, Kirit se tenait là, debout. Valen à ses côtés restait silencieux, solide comme la roche des éminences elles-mêmes. Il sentait la tension grimper, mais restait confiant. Runok, adossé à son siège, les observait avec attention. Il était le genre d'homme qui guettait les failles, non pas pour frapper, mais pour évaluer. « Ainsi donc, des gobelins !» dit-il avec soupçon, en jouant avec l'un des bracelets entourés autour de son poignet. « Cela expliquerait que vous soyez rentré si vite et que vous soyez maigre en prise, autant qu'en matériel, mais pas en information, a priori. » On aurait préféré ramener des minerais ou quelques artefacts, répondit Kirit. Mais je préfère encore rentrer vivant que finir dépecé par la bande de saloperies qui nous a traqués jusqu'à cette vieille cavité. Un trou dans la roche, un abri de fortune, mais il était pourri de fissures. On a bien cru y laisser notre peau. Et il se trouve que comme par miracle vous surviviez, répondit Runok sur un ton sarcastique, tout en levant un sourcil. Mieux encore, vous revenez avec la conviction que ce que vous avez vu, peut-être même touché, vaut votre départ. Au loin, on pouvait entendre les pas de Talnar et de Calixte remonter l'escalier, accompagnés du pas lourd de Marek. À l'approche de ceux-ci, Valen, jusque-là resté en retrait et volontairement silencieux, s'approcha de Runok. Si sa réaction semblait spontanée, elle était en réalité parfaitement calculée. Une dernière chose, Runok. Le maître des lieux eut un léger mouvement de tête, curieux. Valen poursuivit d'une voix posée, mais d'une clarté glaciale. Quand nous partirons, ce sera pas sans laisser des gens derrière nous. Fenris, Safi Anya, Nils Baelis, des gens qui n'ont rien à voir avec toute cette histoire. Je veux que ce contrat inclue leur protection. Ils ne devront souffrir d'aucune répercussion négative liée à notre départ ou aux informations qu'on t'apportera. C'est le prix pour te réserver l'exclusivité de cette information. Runok l'observa longuement. Ses yeux se plissèrent légèrement, puis il laissa échapper un rictus presque amusé. Onheim, tu n'es pas un marchand, tu es un survivant. C'est souvent plus dangereux. Il fit un geste de la main en signe d'approbation. Accordé. Fenris et les siens ne seront pas inquiétés. Ceux que vous laisserez derrière vivront tranquilles, tant qu'ils ne chercheront pas eux-mêmes à me nuire. En échange, votre caverne, celle que je vous ai laissée il y a 4 ans, quand vous n'étiez encore que des chiens galeux et affamés, j'en disposerai à mon gré. Elle redeviendra un bien parmi tant d'autres dans la cité. Kirit jeta un sourire en coin à Valen. C'est un beau marché, Valen. C'est propre. Marek entra, et sans un mot inutile, il s'approcha de la table où Runok avait déjà fait préparer les éléments nécessaires au contrat argérique. Une tablette d'argile orangée gravable, de l'argile noire et un stylet d'obsidienne. C'était un vieux rituel, non reconnu par les lois d'Arcadea, mais infiniment respecté ici. Kirit se pencha vers la tablette, prêt à inscrire les termes avec son soin habituel, mais Valen posa une main sur son bras. D'un simple regard, Kirit comprit. Valen comptait assumer toute la responsabilité de leur départ jusqu'au bout. Il acquiesça d'un simple hochement de tête, puis recula d'un pas. À toi l'honneur. Valen s'approcha alors de la tablette d'argile orangée. Un objet simple, brut,
mais chargé d'un pouvoir symbolique immense en Telberg. À l'aide du stylet d'obsidienne, il grava lentement les termes du contrat. Nous, Valen Hohenheim et ses compagnons Kiri Travalion, Talnar Styrskald et Calixte Ferden, déclarons vouloir quitter la cité des Sans-Noms. Nous sollicitons une exfiltration discrète et définitive vers Telarild, organisée par Runok, seigneur des lieux. En contrepartie, nous délivrerons des informations d'importance capitale pour la cité, portant sur l'exploitation de ressources dans le désert, et cédons la caverne mise à disposition par ses soins 4 ans plus tôt. Nous renonçons à tout autre bien ou faveur au sein de la cité. Nous exigeons également la sécurité de Fenris Eleazar, Anya Eleazar, Nils Eleazar et Baelis Tremtinis, témoins et compagnons non impliqués. Aucune répercussion directe ou indirecte liée à notre départ ou aux informations transmises ne devra leur être imputée. Le présent contrat prend effet dès la signature des 3 parties. Il est enregistré selon les règles de la cité. Il sera rendu public au bout de 3 jours et pourra être invoqué par toute personne ayant connaissance de celui-ci. Valen y grava son nom, puis il appliqua son empreinte digitale dans l'argile noire scellée en bas de la tablette. Runok, satisfait, presque admiratif, s'avança à son tour pour signer. Voilà, longtemps que je n'ai pas vu des hommes me tenir tête, sans élever la voix. Le monde a changé. Après quoi, Marek en fit de même, sobrement et sans cérémonie. La tablette fut ensuite rangée dans un étui de cuir noir pour être archivée. Le contrat était acté. Runok se redressa, joignit ses mains dans son dos, puis regarda les prospecteurs avec dureté. Bien, parlez maintenant. Le moment était venu de tout déballer. Plus tôt, ils avaient convenu d'être francs avec Runok. Il lui parlerait de tout, sauf du Malar. Kirit prit alors une grande inspiration en se redressant, avant de prendre la parole. Les éminences stériles. Runok arqua un sourcil. Ce ne sont pas des formations naturelles. On croyait qu'il s'agissait de monolithes dressés par le temps. Mais il n'en est rien. Ce sont des bâtiments. D'une civilisation plus ancienne que tout ce qu'on croyait ici. Kirit expliqua alors en détail ce qu'ils avaient découvert. Selentris, les galeries qui parcouraient le monolithe qu'ils avaient exploré, le fait qu'il y ait de nombreux sous-sols, ou encore que ces lieux semblaient disposer d'étages. Si ces bâtiments sont cartographiés, explorés et sécurisés, tu tiens là de quoi étendre la cité et désengorger la caldeira. Offrir des abris à ceux qui crèvent les uns sur les autres, et si en plus tu es joueur, les exploiter pour conquérir des zones inexplorées de Telberg, ou comme point relais, jusqu'à la zone marchande neutre. Runok ne dit rien, mais son regard s'était allumé. Pas d'excitation, mais d'analyse. Dans ses yeux se lisait le calcul d'un homme qui voyait déjà toutes les implications possibles que cette information allait avoir sur les prochaines décennies. Je ne demande qu'à vous croire, mais quelle preuve avez-vous ? Demanda Runok. Valen lança un regard à Calixte, toujours nerveux, qui posa son sac sur la table. Ce même sac qu'il avait rempli de tout ce qu'ils avaient pu trouver lorsqu'ils étaient dans l'éminence stérile. Les gardes s'avancèrent d'un pas, mais Runok leur fit signe aussitôt de s'arrêter de la main. Calixte ouvrit alors son sac et le présenta à Runok. Il analysa le contenu du sac, en sortit les étranges objets qu'il contenait et qui, de toute évidence, étaient le témoignage qu'il disait vrai. Un éclat presque imperceptible passa dans les yeux de Runok. Était-ce une hésitation, un doute ? Il chassa cette pensée, puis il laissa le masque retomber en lâchant un rire satisfait. « Vous avez bien joué votre coup. Très bien joué. » Il traversa la pièce, ses pas résonnant alors sur la pierre nue et s'exclama. « Préparez-vous. Dans 2 jours, vous quitterez Telberg. Discrètement. Définitivement. » Il s'arrêta un instant, une main posée sur la carte présente sur son mur. « On vous escortera par la passe des contrebandiers de l'Est pour pénétrer dans la zone marchande neutre sans être identifié comme des sans-noms. Vous n'aurez pas de papier. Alors, il vous faudra éviter les contrôles de la milice. » Alors que Runok s'apprêtait à congédier ses nouveaux partenaires d'affaires, Valen l'interpella.
Une dernière chose. Runok s'arrêta et eut un froncement de sourcils. Valen reprit. Ce qu'on t'a offert vaut bien plus qu'un simple passage. Ces ruines, elles débordent d'objets oubliés, d'artefacts, de mécanismes que ni les ingénieurs d'Orim, ni les savants d'Arcadea n'ont encore inventés aujourd'hui, dont des armes. Il se tourna alors vers Talnar. D'un simple signe, le colosse s'exécuta sans un mot. Il releva son manteau dans un geste théâtral et en sortit une arme longue et massive. Le lance-grenade qu'il avait trouvé dans la ruine sélénéenne, vestige d'une technologie perdue. Talnar le posa lentement sur le bureau de Runok, dans un bruit sourd tout en affichant un sourire satisfait. Le patriarche resta figé un instant. Ses yeux, pourtant habitués aux raretés et aux trésors de contrebande, se plissèrent légèrement devant ce petit bijou de destruction. Il fit le tour du bureau, posa la main sur l'arme et commença à l'examiner sans la soulever. « Vous me surprendrez toujours, tous les quatre », entonna-t-il. Il prit l'arme en main pour la jauger. Elle était lourde, mais parfaitement équilibrée. Le métal inconnu était nervuré de lignes gravées et de formes géométriques. Le fût, quant à lui, était orné d'un dispositif complexe comportant des gravures de symboles anciens. Un sourire lent se forma alors sur le visage de Runok, qui n'avait pas été surpris de la sorte depuis des décennies. Mais cette fois, ce n'était pas le sourire d'un marchand, c'était un sourire d'excitation. « Je prends ce jouet pour le geste !» s'exclama-t-il. « Vous aurez ce qu'il faut pour partir, pas par charité, mais parce qu'un homme qui sait réclamer sans supplier mérite de ne pas mourir de soif dans le désert. » D'un claquement de doigts du maître des lieux, l'un des gardes s'approcha. « Prépare un pactage pour 4 hommes, rations, gourdes, 4 gobecs et un stock raisonnable d'épices. Ils le méritent. » Runok leur tourna alors le dos, le visage tourné vers la fenêtre, afin de cacher l'expression de joie qu'il ressentait quant aux opportunités qui l'attendaient désormais. « Et maintenant partez !» conclut-il. « Dans 2 jours, je ne veux plus vous voir dans le coin. Vivez ou mourrez, mais faites-le loin d'ici. » La suite, dans les Arcanes d'Osmund, chapitre 7. Un épisode, ça représente 30 heures de travail. Donc si vous avez aimé celui-ci, je vous invite à le liker, le partager, le commenter, et puis à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement sur patreon.com/MiorspiPanda.